La Seconde Guerre mondiale avait donné un espoir à l'humanité, la défaite du nazisme. Mais ce qu'on n'avait pas vu, c'est que parmi les vainqueurs, il y avait un système totalitaire. Et donc immédiatement, on a eu les guerres froides. C'était l'occasion de désarmer, d'utiliser cet argent pour le progrès social et tout ça. Mais non, on est passé son temps à armer, à créer tout un système d'armement, c'est-à-dire des choses inutiles, au lieu de faire des choses utiles. Et donc il ne faut pas arriver dans ces dérives. Il faut essayer de ne pas tomber dans des pièges de ce type. Après plus d'un mois et demi de confinement, la Belgique se dirige doucement vers l'après-Covid-19. On a voulu profiter de cette pause forcée et inattendue pour discuter de ce moment si particulier et pour évoquer le monde de demain. Pour ce 5e épisode, c'est le philosophe Lambros Koulouparitsis, historien de la philosophie et professeur émérite de l'ULB, qui répond pour nous à cette même question, est-ce que c'était mieux demain ? Certains disent qu'il faut tout changer, mais non. De toute façon, on doit changer. Ça vient tout seul. Comme les guerres, après la guerre 40-45, on a créé l'Europe. Donc on a changé automatiquement. Les gens prennent des initiatives. On n'a pas besoin de jouer aux apprentis sorciers. On va tout changer, on va détruire le progrès pour faire de la décroissance, tout ce qu'on nous dit. Non, il y a des choses qui vont changer automatiquement. On ne peut pas faire autrement. Je crois qu'il faut toujours partir du passé. Parce que je crois qu'en comprenant le passé, on comprend maintenant qu'est-ce qui se passe. Si on prend une des grandes pandémies de l'histoire, c'est la peste. C'est un événement majeur de l'histoire. Il y a eu entre 70 et 100 000 morts, c'est énorme. Bon. Un an après, il y a l'incendie de Londres. Et ça a été la fin de la peste. Paradoxalement, l'incendie a donné une solution. Mais d'où est venue cette peste en Angleterre ? Elle est venue dans la guerre qu'ils avaient avec les Hollandais. C'est venu par les bateaux. Donc ça s'est transmis. Et là, ça s'est transmis de l'Asie. Donc il y a eu des transmissions déjà à l'époque. Mais l'Angleterre est parvenue en quelques années. D'abord, elle a modifié son système de construction. Ils ont construit avec des briques. Et surtout, ils ont ouvert peu à peu la voie vers la démocratie. Des lois, ainsi de suite. Donc, paradoxalement, cette peste-là a été le changement. Mais pour le moment, je crois, le plus important, c'est de dire quelle est la nouvelle valeur qu'on met en évidence, c'est la santé. On avait un peu négligé la santé comme valeur. On disait, bon, c'est très bien d'avoir la santé. On ne se rend pas compte qu'il n'y a pas seulement la santé physique. Le confinement montre qu'il y a le danger de la santé mentale. Ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est la valeur de la santé. L'Occident a donné plus d'importance à la vie que même par rapport à l'économie, pour le moment. On ne s'en sortira pas si on ne regarde pas l'économie. Mais c'est assez important. Et puis je crois qu'il y a deux choses à laquelles il faut faire attention. C'est que tout à coup, on découvre l'importance de la technique, de la science, tout à coup. L'importance de la technologie médicale aujourd'hui, c'est fabuleux. Et puis l'usage qu'on fait de la communication, les ordinateurs, tout ça, nos téléphones portables, ça a permis aux gens de vivre dans cette situation. Toutes ces choses-là, c'est le libéralisme et de l'innovation, de l'invention qui les a créées. Donc il ne faut pas oublier tout ça. L'importance de la technique qu'on a diabolisé beaucoup, c'est techno-économie, le monde libéral, ce méchant monde qui est là, qui nous oppresse, tout ça. Il faudrait revaloriser les choses, changer un peu notre point de vue, voir qu'il a de la valeur, lui donner un autre sens et ne pas le diaboliser, mais essayer d'en profiter. Seconde chose, la nature, parce qu'on a beaucoup valorisé la nature ces dernières années, avec le problème du climat qui est très important, il ne s'agit pas de le négliger, mais aujourd'hui on se rend compte que la nature n'est pas aussi innocente qu'on le croyait. Et toutes ces pandémies, la nature joue aussi son rôle. Et on essaie parfois de diaboliser la technique en disant c'est la technique qui les transmet. Mais non, toute société humaine, depuis des pandémies dans le temps, ils n'avaient pas la technique moderne. Mais les contacts humains les créent. Dès qu'on a des sociétés humaines, c'est normal. Donc là aussi, il faudrait que la nature soit remise un peu relativisée. On est dans un monde techno-économique
extrêmement nouveau, absolument nouveau. On n'a jamais eu ça. Le lien entre le technique et l'économique, c'est quelque chose d'absolument nouveau. L'exemple que je donne souvent, c'est l'exemple d'une bouteille de plastique pour boire. Je dis, bon, quand je bois, pourquoi je bois? C'est pour maîtriser ma petite souffrance de soif. Mais quand je regarde la bouteille, elle est faite de plastique. Si je ne sais pas c'est quoi le plastique, qu'elle vient des polymères, et qu'est-ce que je fais de cette bouteille? Ça prend en usage, je l'achète. En réalité, si je regarde que la bouteille est faite de polymères, et que ces polymères proviennent du pétrole, et puis je vois que chaque étape du pétrole, jusqu'au moment où je paye, et chaque objet technique est lié à l'économie, le technico-économique sont profondément liés. Et puis j'ajoute l'existence humaine. Je dis, on fait des guerres pour le pétrole, il y a des souffrances dans la technique, des exploitations, tout ça, et à la fin, j'arrive à utiliser une bouteille qui est faite d'une multiplicité de souffrances dans ce système techno-économique. Et je bois pour ma petite souffrance une bouteille qui elle-même est le résultat des souffrances humaines depuis le début. Donc si on multiplie ça par tous les objets, on voit le monde immaîtrisable dans lequel nous sommes. Immaîtrisable, absolument. Ça n'a rien à voir avec la technique ancienne, ça n'a rien à voir avec les techniques jusqu'au XIXe siècle. Et c'est quelque chose de fabuleux et de tout à fait absolu. Le monde actuel, si on fait attention, c'est quoi? C'est un monde techno-économique et en même temps des aspirations démocratiques. On veut tous nos libertés, nos démocraties. Donc c'est deux structures fondamentales de notre contemporanéité et c'est ça qui fait l'originalité. Bon, la question qui se pose, est-ce qu'on va perdre nos libertés maintenant? Bon, on est en train effectivement de la perdre. Et là, il faudrait réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire avoir beaucoup de liberté à laquelle on aspire tous? Et moi, le premier, je suis quelqu'un qui croit beaucoup à ma liberté de parole, de mouvement, mais en même temps, il faut se dire, est-ce que cette liberté est un absolu? Eh bien, on se rend compte que devant la souffrance de l'autre, c'est pas simple. Quand je me trouve devant quelqu'un qui est malade, quelle est ma liberté à ce moment-là? Immédiatement, elle diminue. Quand je suis devant un pauvre, quand je suis devant un blessé d'une guerre, devant les réfugiés, cette liberté, quelque part, diminue. Je ne peux pas prétendre l'avoir d'une façon absolue. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on tient compte de la souffrance, et maintenant c'est ça qui se passe, si le confinement, que personne ne veut, est acceptable, et ce n'est pas seulement parce que je veux protéger ma santé, c'est parce que je veux protéger aussi la santé de l'autre. Ça veut dire qu'à ce moment-là, face à la souffrance possible d'un autre, je mets en question ma liberté provisoirement. Mais je le fais librement. Donc c'est librement que je prends cette liberté. Je ne la prends pas comme c'est une obligation. Il ne faut pas prendre comme idée, comme certains le disent, maintenant c'est l'occasion de tout changer. On ne change pas comme ça le monde. Le système est très complexe. Et malheureusement, on n'étudie pas la complexité. Et je me rends compte que les philosophes s'en foutent de la complexité. Ce n'est pas leur problème. Aristote, que j'ai toujours comme référence parce que j'ai travaillé 34 ans, même si je ne travaille plus, avait critiqué Platon en disant la faute de Platon, c'est qu'elle a créé des idées. Elle veut soumettre toute la réalité à ces idées. En réalité, dit-il, les idées s'éprouvent par la réalité. C'est la réalité qui domine et c'est celle qui fait changer les idées. Dans la pensée classique, on croyait que tout était fondé sur une causalité, sur des relations maîtrisables. Aujourd'hui, on sait que la réalité est fondée sur l'interaction. Pour le moment, on est dans une interaction entre nous. Ça veut dire quoi au fond? Que vous apprenez des choses et moi, en me posant des questions, j'apprends. Donc, on est tout le temps en progrès. Donc, l'interaction crée de nouvelles propriétés et de nouvelles fonctions. Et puis, devant cette complexité, il y a beaucoup d'opacité. Plus vous avez d'interactions, et donc c'est imprévisible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, justement, il faut faire des analyses des risques. Et c'est pour ça qu'on a des systèmes de modélisation, tout ça. Et même en médecine, on doit chercher les risques pour pouvoir faire de nouvelles stratégies décisionnelles. Donc, le système est extrêmement complexe. Et donc, l'incertitude, c'est sûr, elle a toujours existé. On a cru naïvement qu'elle n'existait pas. On l'a payé cher. C'était la crise de 2008, c'est ça. Les banques savaient, ils connaissaient bien les risques, mais ils ne les ont pas suivis, parce que justement, ils n'ont pas suffisamment travaillé sur ces questions de la complexité.
on a les instruments pour pouvoir réfléchir sur ces phénomènes. Mais il faut savoir que l'incertitude est fondamentale et l'imprévisibilité est fondamentale. Il ne faut pas être naïf là-dessus. Ceux qui croient qu'ils vont changer le monde avec la prévisibilité future, se trompent parce qu'ils s'opposent à la réalité même. Si on prend la souffrance humaine comme critère, souffrance physique, maladie, souffrance économique, chômage, souffrance psychique et le confinement, toutes ces souffrances, si on dit attention, il y a trop de souffrance. Ça veut dire qu'il faudra essayer dans chaque cas de trouver les moyens de diminuer cette souffrance. En maladie, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir moins de souffrance? Bon. En économie, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir moins de chômage? Ça veut dire qu'à ce moment-là, on a un point commun qui est la souffrance humaine. Et donc, si on prend ça comme mesure de nos actions, on sait où on va. Parce qu'on a toujours un point de référence et fondamental. Si on oublie la souffrance, on dit, en médecine, je vais regarder la souffrance. Bon. On va donner beaucoup d'argent en médecine. Bon. Mais le chômage, c'est pas très important parce que l'État va donner des allocations. On va penser à la souffrance de la personne qui ne travaille pas. Et là, on a déjà une dérive. Première dérive. Parce que tu donnes trop d'un côté et tu ne donnes pas de l'autre côté. Donc, il faudra prendre la souffrance dans tous les aspects comme étant le critère fondamental. Si on prend ça, je crois, et dans cette complexité, on a une ligne rouge dans laquelle on peut fonctionner. C'est amusant parce qu'on nous pose souvent la question. En tant que philosophe, qu'est-ce que vous pensez pour cette question-là? Je dis, les philosophes n'ont pas de réponse à tout. Tout être humain fait de la philo, sans le savoir. On respire tout le temps sans savoir qu'on respire, et on pense tout le temps sans savoir qu'on pense. Je crois que chacun pense sans le savoir, comme on respire sans le savoir. Donc on fait de la philo, sans le savoir. Mes collègues qui donnent des solutions, actuellement, que j'entends beaucoup de solutions, je dirais que on voit bien qu'ils n'ont pas compris que le monde est imprévisible. Hein. Je ne suis pas sûr que le philosophe doit venir avec des solutions, sinon ça devient de l'idéologie. On veut imposer à la société notre vision du monde, hein, en disant, tous ces gens, c'est des cons, et c'est nous qui vont prendre le pouvoir, et c'est nous qui venons. Et c'est Platon qui avait donné cette idée, le philosophe au pouvoir. Bon. Mais Platon avait montré aussi que si les philosophes veulent prendre le pouvoir, les gens n'en veulent pas, ils n'ont pas confiance. Et s'ils prennent le pouvoir, c'est parce que c'est la pagaille complète. Quand il y a la pagaille, on veut des hommes providentiels. Donc on n'a pas besoin de philosophes providentiels dans nos sociétés. Et c'est déjà suffisamment complexe pour rendre les choses encore plus complexes. Le rôle du philosophe, c'est d'avoir un peu un esprit critique, de voir un peu les choses avec des erreurs. Hein. Dans tout ce que j'ai dit, peut-être la moitié, c'était des bêtises ou des erreurs. Mais j'ai dit un peu mon opinion critique, mais je ne donne pas de solution. Il y a énormément de problèmes, mais je crois que l'être humain a la capacité d'avancer. L'être humain est toujours parvenu à s'en sortir dans toutes les crises. Toujours. Le problème, c'est avec combien de dégâts? C'est ça la question. Avec combien de morts? C'était Mieux demain, un podcast LN24 réalisé par Brieux Beckers, Guillaume Denil et Vincent Schmitt. N'oubliez pas de vous abonner à LN24 sur votre plateforme de podcast favorite. Retrouvez-nous également sur YouTube et en télévision. Plus d'informations sur ln24.be.